Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. On commence par les titres. Coup de tonnerre dans la politique au Burundi. Pierre Nkurunziza annonce qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle de 2020. En RDC, le parc de Virunga restera fermé aux touristes. Cette décision des autorités suscite une pluie de réactions. Le Québec prêt pour le G7. Le sommet des 7 plus grandes puissances du monde se tient demain sous très haute tension. Une fois encore, bonsoir. Au Burundi, c'est une nouvelle qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre. À la surprise générale, le président Pierre Nkurunziza a annoncé ce jeudi à Kidega, dans le centre du pays, qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession en 2020. Promesse faite dans un discours prononcé après la promulgation de la Constitution adoptée le 17 mai par référendum. Il faut dire que cette nouvelle charte donne à Pierre Nkurunziza la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034. Pierre Nkurunziza. En tant que leader du parti CNDD-FDD, je voulais annoncer à la population burundaise et à la communauté internationale que je ne reviendrai pas sur ma parole. Mon mandat prendra fin en 2020. Je m'engage et je m'apprête de tout cœur, de toute mon intelligence et de toute ma force à soutenir le nouveau président que nous élirons en 2020. Rendons-nous à présent à Bujumbura où nous attend notre correspondant Christophe Nkurunziza qui, soit dit en passant, n'a aucun lien de parenté avec le président. Christophe, bonsoir. Et quelles sont les dernières nouvelles et les réactions sur place après cette annonce du président Pierre Nkurunziza? La population s'interroge au Burundi. Le président de la République, pour une fois, il a dit qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession, mais il n'a pas dit ça directement dans les mêmes termes, mais il a dit qu'il va soutenir le président qui sera élu en 2020. Il y a du scepticisme pour certains Burundais qui s'interrogent parce qu'il y a quelques années, il avait dit qu'il allait terminer ce mandat devant l'Assemblée nationale, les 2 mandats qui sont acceptés par la Constitution burundaise. Et il y a certains qui sont sceptiques, mais il y a d'autres qui ont accepté avec une joie immense cette déclaration du président burundais devant tous les Burundais, devant un parterre politique, économique et devant les corps diplomatiques accrédités à Bujumbura. Ils s'interrogent, ils se posent des questions. Et ils sont en train, les Burundais avec lesquels je suis en train de partager une conversation au niveau politique à Bujumbura, ils disent wait and see parce qu'il avait dit oui, mais aujourd'hui, il dit également qu'il ne va pas encore briguer un autre mandat, mais la population reste sceptique, voilà. Même si certains croient au président burundais. Merci Christophe Nkurunziza, correspondant de VOA au Burundi. Alors ici dans ce studio, nous accueillons Frédéric Ngunkidje. Vous êtes rédacteur en chef au service Afrique centrale de VOA. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui, à votre avis, explique la décision de Pierre Nkurunziza, surtout à ce moment-ci? Eh bien, il y a quelques années, il y a 2 ans, le président Nkurunziza avait annoncé, c'était le jour où il prêtait serment, c'était au mois d'août, c'était le 20 août 2015, il avait annoncé que donc il prêtait serment pour un dernier mandat. Donc pour les gens qui sont proches du pouvoir, ils disent que donc le président ne fait que tenir ses promesses. C'est ça justement. Alors, est-ce qu'il va tenir cette autre promesse, à votre avis? C'est une question que j'ai posée tout à l'heure à son porte-parole. Il m'a dit que donc c'est une promesse ferme que le président donc ne va plus se représenter comme candidat.
Même si certains semblent y voir une stratégie du président Pierre Nkurunziza, est-ce que, surtout que cette annonce intervient après la promulgation de la nouvelle constitution, est-ce que ce n'est pas une stratégie justement? Non, justement, quand ils ont annoncé pour la première fois que donc, la constitution allait être retouchée, il y a des gens qui ont exactement pensé que c'était une façon de rester au pouvoir indéfiniment. Mais les gens qui sont proches du pouvoir, eux, ils disaient donc que c'était pour ajuster la constitution à la constitution d'autres pays dans la communauté est-africaine. Et donc, il y a aussi parmi les grands changements le poste de Premier ministre, mais tout ça, je crois que ça va être mis en application à partir de 2020. Alors, si Pierre Nkurunziza n'est pas candidat, qui du pouvoir ou de l'opposition peut faire l'affaire après 2020? Il est encore tôt peut-être pour effectivement dire qui va être candidat, mais il y a notamment le secrétaire général du parti au pouvoir, qui semble actuellement très populaire et très fort. Il s'appelle Évariste Ndayishimiye, le général. Je crois que on ne peut pas dire que c'est lui qui va être candidat, mais il est parmi les gens forts du pouvoir. Frédéric Ngounikidje, rédacteur en chef du service Afrique centrale de la VOA, je vous remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Au Mozambique, 5 personnes ont été tuées mercredi soir dans l'extrême nord-est du pays lors d'une nouvelle attaque attribuée aux islamistes de la province du Cabo Delgado, proche de la frontière de la Tanzanie. Il s'agit de la 3e attaque meurtrière depuis la fin du mois de mai dans cette province. Dans la nuit de lundi à mardi, 7 civils ont été tués et plus de 100 maisons brûlées dans la même région. Au Kenya, les 10 passagers de l'avion disparus des écrans radars mardi et dont la Caracas a été repérée ce matin au nord de Nairobi ont péri dans l'accident. C'est ce qu'ont déclaré à la presse ce jeudi Charles Wako, PDG de la compagnie FlySax, et Paul Maringa, secrétaire d'État en charge des transports au Kenya. Les activités touristiques restent suspendues dans le parc national de Virunga dans l'est de la RDC. Cette suspension intervient suite à l'attaque sur un convoi de touristes le mois dernier ayant coûté la vie à une garde du parc et le kidnapping de 2 touristes britanniques libérés quelques jours après. Les autorités du parc estiment que des nouvelles stratégies sécuritaires doivent être mises en place avant la reprise des activités qui était prévu pour le 4 juin. C'est un manque à gagner, estime la société civile dans la région, qui sollicite l'implication du gouvernement congolais pour une solution durable. Charlie Kassereka de Goma, reportage. Cette suspension intervient alors que les secteurs commençaient à inspirer la confiance des visiteurs étrangers, avec plus de 17 000 touristes depuis la relance effective des activités il y a près d'une décennie. Pendant les 2 dernières décennies, nous avons perdu plus de 175 éco-gardes, et nous avons déjà reçu 17 000 visiteurs et notre croissance était plutôt exponentielle. Malheureusement, l'incident du mois de mai s'est produit et nous avions été obligés de couper l'élan du tourisme. La sécurité des personnes prime, surtout après l'incident du 11 mai dernier qui a coûté la vie à une garde du parc. Pour faire face à la menace de la dizaine de groupes armés et à leur base arrière dans les parcs, l'Institut congolais pour la conservation de la nature n'a pas hésité depuis longtemps à former et bien armer les rangers. Cette mesure de suspension qui va durer plusieurs mois, elle pénalise déjà certains secteurs, des minces recettes pour les propriétaires des voitures taxis, les hôteliers et surtout les vendeurs d'œuvres d'art qui profitaient de la présence des touristes. Ici, nous vendons différentes sortes d'œuvres d'art, statues et tout genre de masques. Le mois passé, nous n'avons reçu aucun touriste, alors que ce sont eux qui achètent nos biens. Les Congolais, eux, n'achètent presque rien. De l'autre côté, la société civile dans la province sollicite l'implication du gouvernement et de ses partenaires pour sécuriser cet espace. Charlie Kassereka pour VOA Afrique, Goma. Les dirigeants des plus grandes
démocratie industrialisée se rencontrent au Québec, au Canada ce week-end, alors que le commerce et d'autres questions sont cause de tensions entre Washington et ses alliés. Le sommet du G7 risque d'être éclipsé par une autre réunion historique la semaine prochaine à Singapour. Cependant, le sommet du G7 ne sera probablement pas moins important pour l'avenir de l'économie mondiale ou le leadership international des États-Unis. Gabi Dorsil nous en dit plus. Oubliez les formes et les sourires. Un gouffre grandissant se précise alors que les ministres des Finances des principaux pays industrialisés se préparent au sommet du G7 au Canada. Je pense que vous devriez vous attendre à un sommet très animé selon les normes du G7. Cela ne fait aucun doute. Jacob Kierkegaard pense que la décision de l'administration Trump d'imposer des droits de douane sur les importations d'aluminium et d'acier venant de ses plus proches alliés conduira à un isolement accru des États-Unis et à la menace réelle d'une guerre commerciale. Avec le signal clair et l'intention déclarée de l'administration de faire probablement la même chose dans l'industrie automobile et des pièces automobiles, c'est une recette, pas pour une guerre commerciale mondiale, mais une guerre commerciale entre les États-Unis et tout le monde. Mercredi, le directeur du Conseil économique national, Larry Kudlow, a défendu les actions de l'administration et qualifié le désaccord de querelle familiale. Le président Trump est très clair en ce qui concerne ses efforts pour la réforme commerciale, indiquant que nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger les États-Unis, nos entreprises et notre main-d'œuvre. Mais certains économistes disent que le résultat de la politique l'Amérique d'abord sera une Amérique seule. Certains s'attendent à ce que le Canada lance la première salve. Je veux dire, cela va causer des pertes d'emplois pour les Américains, des pertes d'emplois pour les Canadiens, et nous allons réagir comme il se doit pour faire valoir notre point de vue. Les Canadiens et les Européens ont menacé de riposter avec leurs propres tarifs sur les produits américains. Mais cette querelle familiale pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'influence des États-Unis sur la scène mondiale, ce qui, selon les analystes, serait bénéfique pour la Chine. Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump a marqué hier soir l'iftar, dîner de rupture du jeûne pendant le Ramadan, en accueillant des musulmans à la Maison-Blanche. En 2017, lors de sa première année au pouvoir, Donald Trump n'avait pas, contrairement à une tradition présidentielle ancienne, organisé un tel dîner. Après un mois loin de la scène publique, la première dame Melania Trump a assisté hier à un briefing FEMA aux côtés de son mari à Washington. Une réapparition qui survient après des semaines de spéculation sur l'absence prolongée de la première dame. Elle avait été hospitalisée pour une chirurgie rénale de routine en mai. Les détails dans ce reportage d'Elisabeth Chenef, dit par Arzuma Compaoré. Lors d'un point de presse avec les travailleurs fédéraux des services d'urgence, le président a commencé par une mention spéciale de la première dame. Merci, Melania. Elle a traversé une période difficile, mais elle va bien. Madame Trump, qui a subi une opération rénale en mai et est restée hospitalisée pendant 5 jours, a gardé un profil bas dans les semaines qui ont suivi, provoquant de nombreuses spéculations sur son état de santé. Plus tôt mercredi, le président a critiqué la récente couverture médiatique des rumeurs sur la santé de la première dame, les qualifiant d'injustes, vicieuses et toutes fausses, avant d'ajouter que son épouse se porte très bien. Certains disent que la visibilité de la première dame, bien que n'étant pas une question constitutionnelle ou légale, est plus ou moins une attente sociale et culturelle. Les Américains s'attendent à ce que les premières dames, peu importe leurs circonstances personnelles, leurs problèmes de santé ou même leur tragédie familiale, fassent des apparitions publiques. Le fait qu'elle ait maintenu un profil bas a rendu les gens d'autant plus curieux. Son absence est d'autant plus perceptible que la première dame a récemment dévoilé sa campagne de politique officielle axée sur le bien-être, les médias sociaux et les abus d'opioïdes. Enseignons à nos enfants la différence entre le bien et le mal et encourageons-les à être les meilleurs dans leurs carrières individuelles. Des vêtements qu'elle porte aux politiques qu'elle défend, les projecteurs sur Melania Trump ne vont pas s'arrêter de sitôt. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Voici les titres de cette seconde partie. La santé mentale, un sujet délicat et controversé ici aux États-Unis. Ils sont plus de 500 et sont de retour en Guinée après une aventure peu fructueuse à l'étranger. Mais à Conakry, ils ne se tournent pas les pouces. En Afrique du Sud, elle a encore la force de travailler dans les mines à 77 ans. L'histoire de Clara Matsé dans ce journal. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, dans Le Monde aujourd'hui, nous parlons santé et c'est avec Mohamedou Oumfa, notre collègue présentateur, l'un des présentateurs, devrais-je dire, de l'émission Votre Santé, Votre Avenir. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir John. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à la santé mentale sur le continent et même ici, parfois, ceux qui souffrent de maux de ce genre, de santé mentale, on va dire, sont considérés souvent comme des fous. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non, pas du tout, John. Mais il faut dire que ton constat est pertinent. Pour beaucoup de personnes, les malades mentaux sont des fous. Or, ce sont souvent des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle la schizophrénie, une maladie mentale parmi tant d'autres. D'ailleurs, selon l'OMS, la schizophrénie affecte environ 23 millions de personnes dans le monde, alors que la dépression et les troubles de l'anxiété sont les problèmes de santé mentale les plus courants. L'OMS parle de 300 millions de personnes souffrant de dépression et de 260 millions de personnes présentant des troubles de l'anxiété. Mais évidemment, celle dont on parle le plus, c'est la schizophrénie, parce qu'elle est l'une des plus sévères et celle qui fait le plus peur. Alors, sauf qu'en Afrique, il n'existe pas de centre spécialisé pour les malades mentaux et du coup, cela rend la lutte contre ces maux-là difficile. Oui, John, c'est malheureusement vrai. D'ailleurs, c'est d'abord souvent un problème de perception sociale autour des maladies mentales. Le premier réflexe que les gens ont souvent dans les familles, c'est d'amener ces personnes, ces victimes, vers les pasteurs, vers les guérisseurs, toutes les personnes, en accusant d'ailleurs les membres de leur famille, un tel ou un tel autre de leur avoir jeté des sorts, ce qui complique donc la situation des victimes. L'autre problème, comme tu le disais, c'est l'absence des centres psychiatriques et même des psychiatres dans la plupart des pays africains. Le nombre de psychiatres est de l'ordre d'1 pour 500 000 habitants, alors que selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, il faudrait un psychiatre pour 5 000 personnes. Et dans le cadre de notre émission, Votre Santé, Votre Avenir, nous avons interrogé un médecin, le docteur Ildefonse Mouteba. Il est le directeur du programme de santé mentale au ministère de la Santé en RDC. Il nous expliquait que dans son pays, il y a 517 zones de santé et il n'y a même pas 5 zones de santé dans lesquelles on a intégré la santé mentale dans les politiques globales de santé publique. On est donc loin, très loin du compte d'ailleurs. Combien de personnes consultent les psychiatres là où il y en a? Donc sur le continent, le problème est très complexe du fait du contexte social, culturel et même économique. Alors vous parlez des psychiatres, c'est bien ça? Oui. Est-ce que c'est nécessaire de les consulter vraiment? Oui, les gens se demandent parfois s'il y a des traitements. C'est une très bonne question. Il faut dire qu'il y a des traitements qui existent en fonction du stade de la personne, en fonction de la maladie. Et quand on ne peut pas traiter les malades, il existe quand même des formules qui permettent de les stabiliser. Écoutons à cet effet une spécialiste. Il s'agit du docteur Sombo Ayane Marie-Thérèse. Elle est neuropsychiatre au Centre neuropsychopathologique, le CNPP de l'Université de Kinshasa. Il y a plusieurs types de traitements. Pour chaque entité pathologique, il y a des traitements bien adaptés. Donc, il y a des traitements médicamenteux. Ça dépend de ce que le malade présente comme problème. Donc, on peut avoir des anxiolytiques, on peut avoir des antidépresseurs pour une catégorie des maladies, mais également pour ce qui est connu comme troubles psychotiques, on a ce qu'on appelle les neuroleptiques qu'on utilise. Mais à côté de ces traitements, il y a des traitements qu'on appelle psychothérapie, où on fait appel au psychologue ou même le médecin traitant qui
qui a acquis des techniques pour le faire. Donc on n'a pas un médicament bien clé pour la maladie mentale. Ça dépend de la catégorie ou des types de maladies que la personne présente. Merci au docteur Sombo, à Yann Marie-Thérèse pour ces explications. Merci à vous, Mohamedou Oumfa. Et vous revenez jeudi prochain pour d'autres sujets de santé. On reste en santé pour traiter un bras ou une jambe cassée. Les médecins utilisent généralement la radiographie afin d'identifier le mal. Mais ils ne le font pas quand il s'agit de la santé mentale. Un médecin tente de changer ce fonctionnement avec un scanner qui suscite déjà une controverse. Les détails dans ce reportage de Caroline Pressuti, présenté par Irénée Herman Umbo. Aujourd'hui, Parween Nouroudine verra son cerveau pour la première fois. Une occasion qui pourrait révéler pourquoi elle a eu des problèmes de santé mentale toute sa vie. En Russie, toutes sortes de problèmes mentaux, que ce soit des crises ou un simple problème, ils vous enferment dans un asile parce que vous êtes fou. Parween Nouroudine était dans un asile depuis l'âge de 6 ans. Auparavant, elle vivait en Afghanistan où son père est mort en marchant sur une mine. Dans cette clinique, pour obtenir un diagnostic de son état de santé mentale, les médecins utilisent ces scanners du cerveau. Le scanner présente la cartographie de l'activité cérébrale et met en évidence les zones qui manquent d'oxygène. Le traitement ici est basé sur les images plutôt que sur l'histoire et les symptômes. Nous avons été en mesure de relier ces 4 zones dans un modèle de losange. C'est ce qui apparaît quand les gens ont connu un stress sévère et un traumatisme dans leur vie. Le diagnostic du mal de Nouroudine révèle un syndrome de dépression et de stress post-traumatique. Il aurait pu être détecté par la psychiatrie traditionnelle, mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines personnes atteintes de dépression ont eu une terrible lésion cérébrale qui n'a pas été diagnostiquée. D'autres ont été exposés à des produits chimiques et toxiques qui n'ont pas encore été détectés. Les cliniques Amen ont effectué plus de 140 000 scintigraphies cérébrales au cours des 30 dernières années. Mais la technique SPECT n'est pas enseignée dans toutes les écoles de médecine. Le monde académique le considère toujours comme un outil de recherche plutôt qu'un outil clinique. Pendant que des scientifiques estiment que ce scanner expose les patients à des radiations inutiles, d'autres reconnaissent son utilité bien que son efficacité ne soit pas encore établie. Après des voyages ratés à l'Europe, d'anciens migrants guinéens participent à un programme initié à Conakry par l'Organisation internationale pour la migration. L'objectif du projet est de permettre à ces migrants, pour la plupart des jeunes, de se thomiser. Ils sont environ 500 à participer au programme qui consiste à nettoyer des plages polluées de Conakry. Les précisions avec Timothée Donarmaï. Un exercice de nettoyage des plages dans la capitale guinéenne, Conakry, donne aux migrants de retour au pays une deuxième chance de vie après plusieurs tentatives ratées pour se rendre en Europe à la recherche d'une vie meilleure. Djibril Cissé, 25 ans, a quitté la Guinée pour poursuivre son rêve en Europe, mais il n'est jamais arrivé à destination. Il s'est retrouvé coincé en Libye après avoir manqué d'argent. Il a été ensuite retenu pour une rançon pendant 3 mois avant d'être secouru par l'OIM. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle vie. Ce travail, si tu dis non, ce travail, ce n'est pas pour moi. Mais si aujourd'hui j'ai accepté de faire ce travail, c'est pourquoi je vais dire que je n'ai pas regretté mon voyage. Parce que ça m'a permis de développer une partie de mon cerveau. Ils se réunissent une fois par semaine pour nettoyer les plages les plus polluées de la ville grâce à un projet de l'OIM. On a déployé 500 personnes pour cette première rotation de 45 jours. C'est le deuxième objectif, les faire participer au développement de leur communauté à travers ces activités d'assainissement. Ce projet de nettoyage des plages a permis à 463 rapatriés de trouver du travail. Depuis janvier dernier, 2682 migrants guinéens, dont 135 enfants, sont rentrés en Guinée avec le soutien de l'OIM. La plupart, le cœur lourd, affamés et appauvris, ils doivent lutter pour s'adapter à leur nouvelle réalité. Des plages propres donc où l'on pourrait peut-être exercer certaines activités sportives. C'est le temps d'accueillir Yacouba Ouedraogo pour parler de sport justement. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John, bonsoir amis sportifs. Plus qu'une phase retour pour savoir
qui sera au Ghana pour la CAN féminine. Les matchs allés du deuxième et dernier tour des éliminatoires du Ghana 2018 sont terminés en s'imposant à l'extérieur l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Zimbabwe et surtout le Cameroun face au Congo 5-0 ont pris une option sur la qualification pour la phase finale. Avantage aussi pour l'Algérie qui a disposé 3-1 de l'Éthiopie. Tout reste à faire en revanche entre la Côte d'Ivoire et le Mali qui se sont neutralisés à Abidjan 2-2. Les matchs retour se joueront ce week-end. La compétition, elle, aura lieu du 17 novembre au 1er décembre 2018. Du football toujours, mais cette fois-ci en Europe. Eric Abidal est le nouveau directeur sportif du FC Barcelone. L'ancien international français et ex-joueur du Barça, 38 ans, a été nommé directeur sportif du club Blaugrana à la place de Robert Fernandez qui semble payer ainsi l'élimination du club catalan en quart de finale de Ligue des Champions. Abidal, resté une icône à Barcelone après son combat contre un cancer du foie, diagnostiqué en 2011, occupait depuis juin 2017 un poste d'ambassadeur du club où il a évolué de 2007 à 2013. L'ancien défenseur a notamment remporté 2 Ligues des Champions, 4 Ligas et 2 Coupes du Roi avec le FC Barcelone. Du tennis, pour terminer, Del Potro a rejoint Nadal en demi-finale de Roland-Garros. L'Argentin a écarté le Croate Marin Cilic en quart de finale. Juan Martín Del Potro, 29 ans, a atteint ainsi le dernier carré pour la deuxième fois. Lui qui avait manqué le tournoi parisien en 2010 et de 2013 à 2016 en raison de ses poignets douloureux, d'où sa joie. Écoutons-le. Je me sens tellement heureux d'avoir pris la bonne décision de jouer ici et je le fais bien. Bon, bien sûr, je ne m'attendais pas à atteindre les demi-finales quelques semaines avant. Mais maintenant, je suis ici et encore en vie. Je me sens physiquement bien et j'espère que je serai prêt pour demain. Demain, justement, il aura sur son chemin Rafael Nadal, le roi de la terre battue. Et moi également, je vous dis à demain. Merci Yacouba Ouedraogo. Des batteries qui peuvent durer jusqu'à 5 ans à l'intérieur du corps. Voilà qui figurait parmi les inventions primées aux Awards de l'invention anaérobe. L'inventeur américain Esther Sands Takechi a mis au point des piles pouvant être placées dans des défibrillateurs implantables pendant 5 ans, évitant ainsi une intervention chirurgicale majeure sur le patient chaque année, comme cela était nécessaire avec les anciennes piles plus faibles. L'événement s'est déroulé en France ce jeudi. Et puis, un squelette de tyrannosaure Rex de 67 millions d'années a été dévoilé hier au musée d'histoire naturelle de Paris. Le squelette mesure 12 mètres et demi de long, 4 mètres de haut. Et voilà une belle découverte scientifique donc. C'est la fin du Monde aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, même lieu sur cette même antenne. Excellente soirée à toutes et à tous.